Et voilà que tout recommence. L'homme se penche de nouveau sur la terre. Plus que quelques dates à Paris, au théâtre de Belleville, pour voir la pièce de théâtre Vacarme ou Comment l'homme marche sur la terre. C'est une pièce d'1 h 30 produite par la compagnie La Joie Errante sur un texte de François Perrache et une mise en scène de Thomas Pouget. 3 hommes en scène, 16 personnages touchants et un agriculteur pris dans le piège de ses soucis, critiqué de toutes parts, fatigué aussi. 1 h 30 sur scène, durant laquelle les comédiens mettent littéralement les pieds sur terre. Dès le début, les planches du théâtre se trouvent recouvertes de terre à la pelle. Comme pour rappeler aux spectateurs qu'en lieu et place d'une pièce de théâtre, il va toucher une réalité du monde agricole. Pour en parler, Thomas Pouget est avec moi, il est metteur en scène et comédien. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre attache à la Lozère ? J'habite en Lozère, même si je suis parti pendant quelques années. Mais je suis originaire du Causse de Sauveterre et maintenant j'habite le Nord-Lozère. Je tiens à ma Lozère, fort. Vous présentez là au mois de novembre la pièce Vacarme et puis il va y avoir plein d'autres dates aussi en France. Comment on peut résumer cette pièce de théâtre ? Vacarme, c'est la possibilité, je crois, de laisser entendre pour le spectateur une réalité de terrain, de ce qui se passe dans l'agriculture paysanne, avec des difficultés, aussi avec des grandes joies, avec des misères, avec des moments de réussite, mais voilà, de se dire que c'est un portrait complexe. Rien n'est binaire, rien n'est manichéen. Vacarme, c'est arriver à raconter une histoire qui cristallise un ensemble de problèmes contemporains et d'arriver à les exposer par l'intermédiaire de l'agriculture. Qu'un paysan travaille environ 50 ans dans sa vie. Oh, bravo. Moi qui suis son père, je travaillais comme un homme à 14 ans. Et j'en ai 70. Et je suis encore dans les champs tous les jours, de l'aube au crépuscule. Quand j'ai échangé avec les spectateurs, il y a beaucoup qui m'ont parlé de la justesse du récit. Dans la pièce, vous répétez en chœur la vérité statistique des suicides d'agriculteurs notamment. Comment avez-vous créé cette pièce ? Vous me parliez justement d'une enquête. Oui, on l'a créée au fur et à mesure, en interviewant, en interrogeant. Des gens qui, a priori, eux, pensaient qu'ils n'avaient rien d'intéressant à raconter. Il y avait une certaine forme d'illégitimité de leur part à se dire « mais je ne sais pas ce qu'on va vous apporter, je ne sais pas si c'est très intéressant ce qu'on a à vous dire ». Mais pendant 1 h 30, il y a des sujets, des thématiques très fortes qui revenaient. Il y avait effectivement, vous l'avez dit, mais le suicide de paysan, ça durait 15 secondes, c'est les larmes qui montent et puis tout de suite il faut passer à autre chose parce que c'est tabou. L'avantage qu'on a au théâtre, c'est que les tabous, on peut très vite les faire voler en éclats. Il suffit de poser la chose au début, ça reste en tête et puis on l'a pendant un moment. Mais c'est pas pour enfoncer le clou, c'est pour arriver à en parler collectivement, à soulever cette question-là de manière collective. Au fur et à mesure, on s'est aperçu que, par exemple, on allait interroger un agriculteur qui nous renvoyait vers un banquier, qui nous renvoyait vers un fabricant de jeans dans Lozère. Puis voilà, au fur et à mesure, on a eu toute une série de portraits, il y a eu 150 témoignages, je le disais. Et après ça, j'ai appelé François Perrache, qui est un auteur, en lui proposant d'écrire la pièce. Je n'ai jamais oublié les valeurs que mon père m'a transmises. Et la plus importante d'entre elles, le travail. Et c'est pour cela que depuis ma nomination à la tête du ministère, toute mon action est orientée selon 3 axes prioritaires. C'est une pièce de théâtre où on parle de l'éloignement entre agriculteurs et pouvoir, des processus parfois déconnectés de la réalité du personnage agriculteur de Pierre Gaillard. On y croise aussi la beauté du métier, les rêves d'un jeune agriculteur, ses désillusions aussi. Quel message on fait passer à travers cette pièce de théâtre ? Je ne sais pas si j'ai un message à faire passer. Je pense qu'on est là pour soulever des questions, surtout pas pour donner des réponses. L'idée, c'est de dire voilà ce qui se passe quotidiennement et peut-être d'inviter le spectateur à mieux voir ces scènes-là du quotidien. C'est de se dire que des fois, on peut assister à des gens qui sont à bout, qui sont fatigués, on le répète souvent dans le spectacle. Et peut-être que la solution, c'est pas simplement de passer à côté et de dire bon, mais finalement, on traverse tous ces problématiques d'éloignement parfois avec le pouvoir, ou de patriarcat, ou de place des femmes, ou de transmission, ou d'héritage. C'est vrai que pour le coup, la paysannerie traverse ces problématiques-là et elle les prend de plein fouet. La pièce de théâtre, loin de perpétuer les clichés, elle explore aussi les relations familiales, les non-dits, on y aborde pêle-mêle la fracture générationnelle, la difficulté de dire je t'aime aussi à ses proches, la place des femmes. Il y avait une volonté de ne pas réduire l'agriculteur à son travail, à le connecter à la société. Oui, c'est très juste. C'est très très juste. Nos métiers ne nous définissent pas. C'est pas simplement nos métiers qui nous dictent qui on est. C'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça. De manière générale, on se pose tous et toutes à peu près la question de savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre, comment est-ce qu'on veut le faire, etc.
Effectivement, la vie de Pierre, de Marie, Sylvie, Nicolas, Jacques et de tous les personnages dont on raconte l'histoire. Et l'idée, c'est de se dire effectivement que la difficulté de nommer des émotions, qui est la difficulté de s'entendre avec son père, enfin, je veux dire, les Grecs écrivent sur ces thématiques-là depuis 2000-2500 ans. On n'invente rien. Hein. Je crois que c'est une des ambitions que l'on a nous aussi, c'est d'arriver à fédérer un public très différent. On l'a vu encore hier, c'est quand même formidable, et que tout le monde sorte avec une standing ovation en disant c'était beau. Enfin, quoi rêver de mieux? C'était super. Les conneries que j'ai pu faire à l'époque. Et des fois, quand Clément, le fils du voisin, était dans les parages, on faisait des batailles de fumier, on revenait dégueulasses. On les abonnait qu'on s'est prises par la mer. Maintenant j'en rigole, mais... Le milieu agricole, il n'est pas inconnu aux membres de la troupe. Non, non, on n'est pas du tout inconnu à ce milieu-là. Les parents de Sylvain, un des acteurs, étaient en maraîcher bio, et moi les miens étaient en brebis laitière en Lozère. Donc en fait on a grandi au milieu de ces beautés et ces difficultés. Moi je préfère parler d'un milieu et de le faire vraiment, plutôt que de dire faisons un spectacle ludique qui parlera que des beaux côtés et qui est presque un mensonge vis-à-vis d'une certaine réalité. Parce qu'on le sait, mais dans le milieu paysan aussi, les paroles sont rares. C'est un milieu que l'on dit taiseux. Je crois que la parole, elle est précieuse. Donc nous, on avait tout intérêt aussi à ne pas trahir cette parole-là. Ici, on s'intéressera à toi vivant. On racontera tes difficultés, tes joies, tes succès. Mais il faut que tu sois mort, Pierre, pour que les hommes s'intéressent à toi. Et à Paris, quelles impressions, quels retours aussi vous avez eu en général? Le sentiment d'avoir été entendu. Il y a des gens qui nous ont écrit après le spectacle en disant je suis rentré ce soir après votre pièce et j'ai regardé un documentaire sur le monde paysan pour essayer de comprendre. Génial. En fait, avant d'arriver à Paris, on était déjà à 54 dates. C'est ces 54 dates qui se sont passées majoritairement en campagne. Il y avait, je crois, tout de suite une reconnaissance dans ce qu'on racontait. Il y avait des similitudes avec les gens qui voyaient le spectacle. Paris, on a plus l'impression que c'est une découverte. Et beaucoup de gens sortent en disant « Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ou alors « Mais j'ignorais complètement ce qui se passait. » Il y a cette urgence-là qui, pour nous, est belle à entendre aussi. Ce qui est heureux, finalement, il n'y a pas besoin d'opposer systématiquement les villes et les campagnes. On arrive à se comprendre sur ces thématiques-là. On parlait de pouvoir, on a quand même ce pouvoir-là d'ouvrir des portes au fur et à mesure. Je rentre là-dedans, alors que je supporte pas la foule. Et je commence à chercher dans tout ce bordel le ministre. Franchement, je savais pas ce que j'allais faire. Je voulais juste essayer de lui parler, de lui dire que c'était pas possible de raconter des saucisses pareilles. On a pu voir un public qui a été marqué par ces messages. Est-ce que c'est quelque chose qui manque, en tout cas pour vous, dans le théâtre, d'entendre la voix des agriculteurs? Je pense qu'au théâtre, mais au cinéma, dans les médias, c'est une parole qu'on entend trop peu. Nous, on est parti du constat qu'il y avait ce qu'on appelle quand même l'agri-bashing, qui est le fait de critiquer sans arrêt les paysans et de manière trop rapide. Reprenons les choses dans leur contexte. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même des hommes et des femmes en face, donc il faut arriver à comprendre. Le prochain spectacle de la compagnie, on va parler de ce qu'on appelle la France des lotissements et des maisons pavillonnaires. C'est des gens dont on ne parle jamais. Ce sont des cités dortoirs où a priori il ne se passe rien. On fait un métier quand même qui est formidable. Notre travail est de raconter des histoires en s'inspirant de gens qu'on rencontre et des histoires que l'on rencontre. Il y a pire. Le sursaut a eu lieu. Pierre a vu le ciel. Malgré tous les aspects qui ont pu être évoqués, il y a quand même un message d'espoir que véhicule cette pièce. Oui, mais parce que c'est essentiel. Encore une fois, on aborde des thématiques qui sont plus ou moins dures, mais le message d'espoir, il se doit d'être là. Parce que dans la réalité aussi, il y a des jeunes qui reprennent, qui sont pleins d'envie, qui se remettent en question, et il y en a d'autres aussi qui suivent complètement le modèle des parents, et ça leur va aussi très bien. Et il y a aussi des nouvelles générations qui s'installent, il y a des femmes qui s'installent, il y a des paysannes de plus en plus présentes. Donc en fait, il y a quand même un renouvellement qui se fait. Message porteur d'espoir. Donc, alors pour parler quand même de la compagnie La Joie Errante, quelle est cette compagnie? Quelles sont ses missions? Quelle est sa particularité peut-être? Il y a deux choses à laquelle moi je tiens beaucoup pour la compagnie. C'est d'une part, on est reconnu d'intérêt général, c'est-à-dire qu'au vu des actions que l'on mène, on fait à la fois de la pédagogie dans des écoles primaires, mes collèges, lycées, on intervient en milieu carcéral de temps en temps et on fait des spectacles. Et on a un festival de théâtre qui s'appelle Chant Libre qui se déroule sur le Nord-Lozère.
Et en plus de ça, moi je me revendique, en tout cas je revendique que la compagnie soit une compagnie de service public. Je considère que comme la compagnie touche de l'argent public, faire un spectacle hors sol qui ne parlerait pas au public, ça n'aurait absolument aucun sens. Je me dis toujours que s'il y a une personne qui vient pour la première fois au théâtre, il faut qu'il ait la possibilité de se dire « Oh, ben je reviendrai au théâtre ». Mais que jamais il sorte en disant « Non mais si c'est ça le théâtre, plus jamais de ma vie ». Parce que cette chose-là a fait quand même beaucoup de mal pendant des années d'avoir des spectacles où les gens se sentaient peu ou pas concernés. C'est dommage. Et tout ça, ça se fait en racontant la vie des gens et en l'occurrence des agriculteurs pour la pièce Vacarme. Merci beaucoup Thomas Pouget. Donc vous êtes encore, je le répète, metteur en scène de la pièce Vacarme et vous êtes aussi comédien. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, je le redis à chaque interview, mais Radio Margeride, je l'écoutais souvent et j'écoutais souvent l'accordéon le dimanche matin quand je prenais ma douche et c'est un souvenir qui reste gravé. Je pense que vous partagez le même souvenir que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors on vous retrouve pour les 2 dernières dates à Paris, les 29 et 30 novembre au Théâtre de Belleville, mais aussi à Sylvanès dans l'Aveyron en janvier, à Villefranche-de-Rouergue en mars, puis dans le Cantal presque tout le mois de mars. Toutes les dates sont à retrouver sur lajoieerrante.com. À Paris, Nicolas Ginestière pour Radio Margeride.